Me revoici, c'est OBS qui crash. Il est un peu casse-couille ces temps-ci, mais ça m'étonne pas parce que je vois tous les streamers que je suis depuis quelques jours qui s'en plaignent. Donc ça ne m'étonne pas. Mais bon, c'est un peu chiant quand même. Donc je parlais des grenouilles. Nous parlions des grenouilles. On était sur un amphibien, donc on avait lancé une recherche sur... oui, alors, mais la source, ils ne vont pas voir. Ici. Voilà. Ah oui, mais sauf que forcément, comme tout a planté, oh, je sens qu'il va y avoir un drame. C'est bon? Oui! C'est bon, tout va bien. Ok. Et ça marche? Évidemment que non. Si, ok. Ah, mais sauf qu'il m'a perdu ça. Ici. Voilà. Donc nous étions là-dessus. Donc on était sur la grenouille. La grenouille quoi? La grenouille Suriname, la Suriname Toad. Ici. Qu'est-ce qu'on disait là-dessus? Oui, donc la méthode comment on appelle ça? Je sais pas. Donc en gros, chez les grenouilles, généralement, on pond les œufs et après, ils se démerdent. Et au bout d'un moment, on a des têtards. Ici, c'est pas tout à fait ça, parce qu'ils vivent, ces grenouilles-là, les Suriname Toad, vivent dans un milieu très, très chiant, où c'est un peu le bordel. Donc, on ne sait pas encore où elles vivent, hein, ça je l'ai pas lu. On va le voir après. Donc c'est dans un milieu, elles sont dans un milieu hostile. Donc les têtards survivent pas s'ils restent tout seuls. Généralement, on en fait plein. La fameuse technique du on fait plein de gosses comme ça, s'il y en a 25 qui crèvent, c'est pas grave, on en a 30. Sauf que là, ça marche pas. Enfin, c'est pas suffisant. Donc, cette espèce-là est plus adaptée que les autres parce qu'elle trimballe les gosses sur son dos, ou plus exactement dans son dos. C'est là que c'est un peu dégueulasse. Elle les trimballe dans des poches cutanées. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, cutané, c'est la peau. Donc elle a des poches, un petit peu dégueulasse, hein, je préviens, elle a des poches un peu tard, mais quand même, dans sa peau, qui servent de... C'est pas vraiment des incubateurs, mais bon, c'est des bulles, en gros, qui permettent de protéger la portée. Et donc, au bout d'un moment, les têtards sortent, quoi. Et donc, ça forme un genre de surface avec des cloques sur le dos du... C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse, mais c'est malin. C'est malin, enfin c'est malin, c'est pas voulu, c'est l'évolution, mais c'est pas mal. Du coup, ça leur permet de survivre, parce que du coup, la portée, ben, elle survit quoi. Voilà, voilà. Donc, malin de se trimballer la portée sur le dos, à moins que la mère, parce que c'est la mère qui les garde, à moins que la mère se fasse bouffer en un coup, c'est pas une mauvaise idée. Donc, on était là-dessus. Et donc, c'est une façon apparemment très chelou chez les amphibiens de donner naissance, même si, bon, chez les amphibiens, il y a souvent des trucs un peu bizarres. Machin, et c'est pas la seule raison qui font que ces amphibiens sont bizarres. Ils ont aussi des doigts longs qui finissent des lobes sensoriels, je sais pas ce que c'est. Ah, oui, bah, donc c'est en rapport avec les mains, mais je suis pas... Enfin, les mains, les patounes. Mais je sais pas trop... Je vous disais, hein, j'ai passé un examen à l'UNIF en première année de bio. Donc j'ai passé mon examen en anglais, il est réussi, mais voilà, lire pour moi et traduire pour des gens, c'est un peu plus compliqué. Et là, j'avoue que même pour moi, c'est un peu obscur comme truc. Non, c'est pas la bonne. C'est là, ici, tac. Non, c'est pas là-dedans que je veux aller. Hop.
Onde de Luno qui se termine par 4 lobes sensoriels en forme d'étoile. Ah, il se termine, d'accord. Je pensais que c'était l'inverse, qu'il terminait, mais non, c'est moi qui suis débile. Ok, donc c'est des. Bon, bah oui, c'est des doigts de grenouille avec des boules à la fin, ça c'est normal. Sauf que chez eux, c'est pas des boules. C'est des formes d'étoiles. Voilà, voilà. D'accord. Et puis sinon, ça a la même fonction que les doigts, donc hein, ça permet de sentir le sol, de le toucher, tout ça. Ces amphibiens. Star-shaped, ok. Suriname toads are also called stargazers. Parce que ils ont des tout petits yeux. Parce qu'ils ont des tout petits yeux. Non, je sais pas ce que c'est stargazers, laissez tomber. Voilà, ils ont des tout petits yeux, des doigts avec la fin qui se termine non pas en boule mais en étoile, et ils trimballent leur progéniture sur leur dos, ce qui est pas, c'est pas commun. C'est une espèce totalement aquatique, là où le principe. Je vous fais un topo très rapide sur les amphibiens. À la base, il y avait des poissons. Au sens courant du terme. Donc pas des vrais poissons d'un point de vue scientifique, mais bon. Ces trucs ont évolué pour avoir, comme j'en parlais tout à l'heure, par exemple, 10 doigts sur chaque main et d'autres trucs du genre. Fut un temps, ils avaient donc ce qu'on appelle des palettes natatoires. Ils pagayaient dans l'eau, quoi, avec des espèces de trucs tout droits de merde, là. Puis ce truc a évolué pour donner, entre autres, les nageoires un peu plus développées qu'on a aujourd'hui. Pas nous, je ne suis pas un poisson, mais voilà, qu'on voit aujourd'hui dans la nature. Prenez Nemo, il a des nageoires un peu palmées, c'est ça. Donc ça a fini par donner ça, mais ça a donné plein d'autres trucs. Y compris donc, parce que là, les nageoires dont je vous parle, c'est des trucs qu'on appelle des nageoires rayonnées. Elles ont des rayons, comme les chips. Je ne sais pas si vous voyez desquels je parle. Et donc voilà, donc ça, c'est les poissons d'aujourd'hui, mais fut un temps, et il reste encore une ou deux espèces aujourd'hui qui ne sont plus officiellement considérées comme des poissons, il y avait donc à la place de ça des nageoires dites charnues, qui n'étaient pas du tout rayonnées, qui étaient plutôt imaginez un peu comme chez les requins. Je suis pas sûr que ce soit la même chose, mais bon, chez les requins, c'est des espèces de trucs tout lisses, tout plats, et tout, voilà. Et ben, on est plus là-dessus que sur des poissons, des nageoires vraiment toutes bien foutues de poissons. Et donc ça a évolué pour donner ça, et en continuant d'évoluer, donc ça c'est les deux types de nageoires qu'on connaît chez les poissous et les presque poissous. On va dire c'est les poissous lointains. Ça a entre autres donné encore une autre catégorie, ça en a donné plein, mais les trois clés c'est celle-là. Les tétrapodes. Et c'est les tétrapodes qui ont décidé que la flotte c'était bien, mais 2 minutes seulement, et qui se sont barrés direction les continents pour aller voir ce qui se faisait ailleurs. Spoiler, pas grand chose, mais c'était bien sûr pas les premiers à avoir débarqué sur Terre. Non, je ne parle pas d'extraterrestres. Je parle des insectes, des arthropodes de manière générale. Les arthropodes nous ont devancés là-dessus, genre violent, genre des centaines de milliers, si pas de millions d'années avant nous. Ils étaient déjà là, bien développés, ils étaient tranquillous. Et puis évidemment, sans parler des plantes aussi, hein, pas de plantes, pas d'arthropodes, pas de quoi que ce soit. Donc, on n'était absolument pas les pionniers dans la conquête des continents. Mais bref, donc les tétrapodes, qui avaient entre autres parfois 10 doigts, parfois d'autres trucs. Si vous voulez briller en société, l'une des espèces concernées s'appelle l'Acanthostega. Voilà. Il me semble que c'est ça, je vais vérifier ce que je dis quand même, mais je pense que c'est ça. Heureusement que j'ai dit que ce serait court, hein. Vous avez remarqué, voilà, moi je fonctionne comme ça. L'Acanthostega, c'est ça. Un amphibien primitif du devenir. Alors oui, mais non. Là, par contre, j'ai sauté une fameuse étape. Non. L'Acanthostega, c'est bien après. C'est déjà un amphibien. Donc non, j'ai bien fait de vérifier, je vous dis de la merde. C'est pas l'Acanthostega. J'en connaissais d'autres, mais je sais plus. J'ai un bouquin avec des espèces là-dessus. Mais ça va me prendre des plombes de retrouver, tant pis. Bon, je vais juste taper tétrapode, hein, ça va être plus facile. Je sais pas pourquoi je m'emmerde, de toute façon. Tétrapode, paf. Je vais tomber sur le nom d'office.
Ou pas. J'aurais cru, mais non. Tétrapode espèce. Espèce de tétrapode! Ça, je m'en fous. Parce que l'oiseau est un tétrapode. Oh là là. Bon, allez. Bon, au pire, on s'en fout. Donc, en gros, les tétrapodes, c'est des poisseuses qui, donc, oui, enfin, plus vraiment. Bref, c'est des poissons au sens large qui avaient donc certaines. Qui ont évolué d'une telle manière qu'ils ont pu se barrer pour se déplacer sur la terre ferme. Ils ont développé entre autres un truc, imaginez bien les poissons qui sortent de l'eau, généralement elles sont équipées d'un truc, hein, ces espèces-là, les poumons. Et oui, les poumons, ça vient des poissons à la base. Et donc voilà, c'était des poissons qui avaient des poumons, qui avaient des anatomies un peu plus complexes que juste des palettes natatoires. Ils avaient vraiment des pattes pour pouvoir se déplacer sur la terre ferme. Et bon, au début, ils rampaient plus qu'autre chose parce qu'ils n'avaient pas encore la possibilité, on oublie hein, ça, mais ils n'avaient pas encore la possibilité de se déplacer par-dessus leurs pattes. Imaginez une vache, imaginez qu'elle n'arrive pas à se tenir sur ses pattes. Vous imaginez bien une vache, imaginez la masse du truc. Spoiler, une vache c'est lourd. Si la vache tient pas sur ses pattes, c'est compliqué. Et ben, au début, c'était ça. Ils n'avaient pas de muscles, ils n'avaient rien qui permettait de se foutre au-dessus de leurs pattes à quatre pattes pour avancer. Donc, donc ils avaient l'air un petit peu cons. Ils avaient l'air un petit peu cons parce qu'ils devaient ramper sur le sol alors qu'ils avaient des pattes qui leur permettaient. Mais bon, c'était adapté dans l'eau, pas en dehors de l'eau. Et donc, ils avaient l'air un petit peu cons, mais ils ont évolué, ils se sont débrouillés, et finalement, ils ont fini par développer des trucs qui leur ont permis de se dresser au-dessus de leurs pattes. Et donc, ils sont partis explorer un peu. Sauf que, à la sortie de la flotte, ils n'étaient pas. Enfin, le premier couillon, le premier poisson qui a mis la tête hors de l'eau, est pas juste parti pour toujours avec un petit baluchon pour voir ce qu'il y avait ailleurs. Un poisson, ça dépend de l'eau toujours, hein, ça change pas. Donc, comment qu'on fait on fait des expéditions, mais on revient de temps en temps quand même, parce que sinon on meurt. Donc, les poisseuses partaient faire un petit peu, je sais pas, ils se promenaient autour. Je sais pas, j'étais pas là, mais voilà. Et à force de se reproduire à la surface, proche donc des berges et tout ce bordel, ils ont fini, enfin proche de parcelles de terre, ils ont fini par s'adapter à ce nouvel environnement. Là, je fais très très court, hein, on parle de centaines de millions d'années hein, qui viennent de passer d'un coup là, donc bon. Et, et donc voilà, donc ce truc-là évolue de manière à pouvoir un peu plus se séparer de l'eau pour pouvoir aller faire sa vie un peu ailleurs sans avoir toutes les 10 secondes besoin de retourner dans l'eau. Donc il avait déjà développé, mais il développe des poumons fonctionnels, parce qu'il y en a encore aujourd'hui des poissons qui ont des poumons, ils ne sont pas tous fonctionnels et ils ne sont pas techniquement considérés comme des poissons scientifiques. Mais voilà. Et donc ces trucs développent ça, et ils développent le fameux truc dont je vous parlais tout à l'heure, l'œuf amniotique. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est donc ça un œuf. C'est pas plus compliqué que ça. Jusque-là, ils se reproduisaient, voilà, tranquillou. Ils faisaient des œufs, ok, pas de souci. Sauf qu'ils étaient dans l'eau. Il y a un truc qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir dans leur œuf. La flotte. Euh, donc voilà. Sauf qu'une fois qu'on en sort et qu'on veut se dissocier de la flotte, pour plus avoir à y revenir toutes les 10 secondes, bah, il faut bien qu'on emporte un peu de cette flotte avec nous. Et donc, où est-ce qu'elle se retrouve? Dans l'œuf. L'œuf amniotique, ça comprend l'amniote, qui est, pour faire relativement simple, parce que moi-même j'ai pas des connaissances parfaites là-dessus, qui est une espèce de poche qui permet donc de garder ce milieu aquatique dont les espèces ont besoin pour voilà. Et sauf que bon, alors l'œuf, l'espèce a toujours besoin d'un milieu relativement mouillé, humide, donc il peut pas se barrer en milieu aride, en plein milieu d'un désert, par exemple. Donc, d'autant que généralement, les premiers trucs que tu trouves près de la flotte à cette époque, c'est plutôt des plantes. Donc, ils vont non pas se retrouver au milieu d'un désert aride, mais plutôt au milieu de forêts marécageuses. Alors, ils ont besoin de pouvoir se séparer un peu de la flotte, mais ils n'ont pas besoin de totalement la quitter. Ils n'ont pas besoin de revenir à leur point initial, ils peuvent simplement espérer trouver de la flotte ailleurs. Et donc, c'est ce qu'ils font.
Et c'est comme ça, au fur et à mesure, en s'adaptant, en évoluant, qu'ils ont fini par s'adapter à ce nouvel environnement, ce nouveau climat. Et donc, ils ont développé, comme truc très important, l'œuf amniotique, qui leur permet donc de pouvoir se reproduire sans avoir besoin d'aller dans l'eau. Et ils pouvaient déjà sortir de l'eau sans trop de soucis parce qu'ils avaient des poumons. Donc, youpi. Et je vous rappelle qu'ils avaient la capacité de se dresser au-dessus de leurs pattes pour pouvoir aller explorer ce qu'il y avait autour. Bon, je ne sais pas s'ils étaient tellement explorateurs, hein. Toujours est-il qu'ils sont sortis de la flotte et ils ont marché dehors. Après, est-ce que ça les intéressait spécialement? Je ne sais pas, faudra leur demander. Mais voilà. Donc ça, et voilà. Et donc ça a donné, à terme, ce qu'on appelait les amphibiens, qui sont globalement des descendants des cousins des poissons, qui sont les tétrapodes, qui ont appris à sortir de la flotte et à survivre de mieux en mieux sans avoir trop besoin de l'eau tout le temps. Si vous sortez un poisson de la flotte, il meurt. Si vous sortez un amphibien de la flotte, ils meurent pas tous. Voilà. Et donc, ce concept d'amphibien a perduré jusqu'à aujourd'hui, ce qui nous donne aujourd'hui toute une flopée de trucs, y compris, entre autres, les grenouilles. Et donc, ah, bref. Et donc, j'ai un truc qui s'est coupé, mais c'est rien. Et donc, dans le tas, on a ce machin-là aujourd'hui qui peut donc trimballer sa portée dans son dos. Voilà, voilà. Et donc ici, on nous dit que c'est une espèce totalement aquatique. Donc, de la même manière que fut un temps, les dauphins, les baleines, etc., leurs ancêtres étaient terrestres et donc à la base poisseuses, puis terrestres, puis retournaient à la flotte pour donner les baleines. Ici, on avait poisseuses, puis amphibiens, donc plus, pas tout à fait terrestres, mais un peu quand même. Et donc retourner à la flotte aussi, mais pas dans la mer, a priori. Ici, c'est plutôt dans ce milieu tropical, tout ça. Enfin, tropical, je sais pas, mais marécageux. Et maintenant, dans ces points d'eau au milieu de la Terre, ils ont besoin de rester là, quoi. Ils sortent plus. Euh, donc voilà. The Fully Aquatic Species, donc ceux-là étaient d'abord aquatiques, ensuite ils sont devenus terrestres, enfin, semi-terrestres, et maintenant, cette espèce-là, en tout cas, est redevenue totalement aquatique. Donc elle dépend a priori totalement de la flotte. Ou en tout cas, elle ne vit qu'en milieu aquatique. C'est pas pour ça que si tu la sors de son point de flotte, elle meurt, mais si tu la sors pendant 4 jours, elle va mourir. Parce que pas de bouffe, parce que voilà, elle est adaptée à son environnement, c'est là-dedans qu'elle existe et qu'elle évolue, donc qu'elle se développe. Donc voilà, si tu supprimes tous les carrefours et tous les colorides du monde, l'humain va avoir un peu de mal à se nourrir. Là, c'est pareil. Enfin, sauf les agriculteurs, etc. Mais genre, tous les points de chaîne pour les gens qui n'ont pas de possibilité de produire de la bouffe, ceux-là sont dans la merde. Donc ceux-là, en tant que truc qui se développe plus ou moins que dans la flotte, bougent lentement. Non, ils existent dans des milieux où il y a, enfin, donc comme j'ai dit, pas en pleine mer où il y a énormément de courants ou des trucs comme ça, plutôt dans des milieux où la flotte est tranquille, comme justement donc des mares en forêt, donc dans des milieux marécageux, comme je disais, et tout ça. Donc voilà, des forêts humides, tous ces trucs-là. Donc dans un climat plutôt tropical. And much of the Amazon Basin. Donc ils vivent en Amazonie, j'imagine. Euh, voilà. Proche donc enfin dans le pays, j'imagine, si je comprends bien, de Suriname, qui, je suppose, est un pays. J'en sais rien, je suis nul en géo, donc bon, j'en sais rien. De toute façon, on regardera après. D'accord. Ok. Donc, de cette manière, il protège sa progéniture. Lui est relativement bien protégé euh, avec sa peau qui lui permet de se camoufler parce que sa peau couleur merde, j'exagère, mais bon, donc couleur olive, tirant sur le brun, est un camouflage très efficace dans des zones marécageuses où globalement on voit déjà pas grand chose. Ça fait ton sur ton, quoi.
Donc déjà ce truc se reproduit assez bien, se fait pas trop bouffer parce qu'il se planque bien. Ils sont protégés de leurs prédateurs et donc bouffent des crustacés, des poissous, et donc des très lointains cousins du coup, c'est pas très sympa, et des invertébrés, dans la flotte dans laquelle ils évoluent. Hem, alors pour, sentir leur proie, pour pouvoir chasser, ils utilisent, vous vous rappelez des espèces de boules qu'il y avait au bout des pattes des grenouilles, comme j'ai dit, qui étaient en forme d'étoile? Ils se servent de ça, qui sont donc des organes sensitifs. Donc voilà, quand vous touchez un truc du bout du doigt, vous sentez normalement, vous sentez quoi. Je sais pas comment vous le dire autrement, vous avez un c'est sensible, voilà, vous sentez vous sentez ce que vous touchez. C'est pareil, sauf qu'ici chez eux, c'est, fait d'une manière à ce qu'ils puissent, j'imagine sentir les vibrations dans le sol. Use the sensory organs at their fingertips. Donc voilà, ils se servent de, cet organe sensible pour pouvoir, sentir, mais pas au sens olfactif, hein, sentir au sens, toucher, sentir la présence de leur proie, pas loin. Ensuite, Ew! Enfin, c'est des grenouilles, quoi, hein. Après, globalement, ils aspirent, l'animal, dans leur Ah! Dans leur bouche. Alors bon, on a généralement l'image d'une grenouille avec une langue qui colle. Oubliez, celle-là n'a pas de langue. Il y a pas de dents non plus. Donc en fait, juste ils aspirent, heu, mais en fait, ils font comme les poissons. Oui, parce qu'il faut savoir que les poissons, c'est pas ça ici, hein, mais, l'idée est la même. Ils décrochent leur mâchoire très vite pour la réaccrocher. C'est ce que fait Nemo, par exemple. Ça crée un cône de courant d'eau, du coup, qui très vite va vers la bouche du poisson qui vient de créer le courant d'eau, enfin de déplacer l'eau vers sa bouche, et à partir de là, il gobe tout cru, quoi. Et donc ici, c'est ça. Enfin, sauf que il décroche pas sa mâchoire, mais donc en gros, juste il aspire l'eau, j'imagine. Parce qu'il dit qu'il aspire la proie, mais t'aspires pas une proie, ça me paraît bizarre. En tout cas, il aspire sa proie, très certainement de l'eau. Et après, c'est tout rond et voilà. Or scoop them up with their hands. Alors j'ai pas celui-là, mais enfin j'ai compris qu'il fait un truc avec ses mains, mais après le reste, hop. Ils les ramassent avec leurs pattes. Donc soit ils se servent de leur, truc sensible, au niveau des pattes, enfin des doigts, soit ils les attrapent carrément, hein, «Bon, je sais que tu es là, hop là!» et après, hop là, dans le gosier. Pour la baise, comment ça marche? Les mâles appellent les femelles en snappant, je veux dire, c'est comme des cordes vocales, quoi, hein. Ils font résonner, on va dire, un os dans leur gorge, ce qui fait du coup du son sous la flotte. Donc c'est comme les cordes vocales, mais façon os, quoi. Puis ensuite, une fois qu'ils trouvent une femelle, ils voilà, ils s'amusent avec, quoi. Youpi. Et voilà, donc c'est ça que je disais avec les autres grenouilles là, c'est-à-dire qu'ils s'accrochent l'un à l'autre, et ils se lâchent pas. Je sais pas si ceux-là le font aussi, mais normalement chez les grenouilles c'est courant. Ils se lâchent pas pendant des plombes, des heures ou des jours, je sais plus. Gna 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 gna. Le statut de conservation de ce truc. Leur population n'est pas en danger, du moins pas encore, mais leur habitat, étant systématiquement détruit, par, nous, du coup, bon, ça c'est pas fun, quoi. Hein. On détruit leur terrain pour, on détruit les forêts, on coupe les arbres, on détruit tout, on nique les sols, pour pouvoir donc créer des fermes et tout un tas d'autres trucs. Parce que oui, ironiquement, créer on pourrait croire
quand on fait de l'agriculture, enfin quand on parle d'agriculture, mais qu'on n'en fait pas que, c'est juste, utiliser un terrain tel qu'il est pour pouvoir faire pousser des plantes dedans, ce n'est pas ça du tout. Voilà, faire de l'agriculture, c'est niquer un terrain, en fait. Voilà. Aujourd'hui, parce que fut un temps, c'était peut-être pas encore à ce niveau-là, sauf que le rendement était clairement pas le même et que, les conditions de vie étaient totalement différentes. Voilà. Là, je parle pas d'un temps d'il y a 100 ans, je parle d'un temps genre les débuts de l'humanité. Mais, voilà, donc en fait, quand vous pour ce que j'en sais, pour ce que j'en ai compris, quand vous préparez le sol, vous ruinez le sol en fait, vous le rendez incapable de faire pousser quoi que ce soit d'autre que ce que vous voulez faire pousser dedans et une fois que, vous voulez plus utiliser ce terrain, vous délaissez le terrain mort. Voilà, donc plus possible de faire pousser grand chose dedans, autre que ce que vous avez fait pousser dedans et même ça, ça devient compliqué. Donc c'est pas top. Voilà, raison pour laquelle il faudrait réserver des terrains précis pour l'agriculture et je pense pas laisser n'importe qui faire son petit truc de son côté. Après il y a des trucs que j'ai peut-être pas forcément compris, mais voilà, toujours est-il que ça pose problème. Donc voilà, après on a des carottes, mais on n'aura que des carottes avec ce terrain et tout ce qui vivait dedans va crever. Pas cool. Voilà. Donc oui, effectivement, pas très sympathique. Hop. Enfin bref. Donc voilà, c'est ça. C'est ça que ça donne pour la grenouille Suriname, ou de Suriname, j'imagine. Son nom scientifique, c'est Pipa Pipa. Ah oui, et donc current population trend stable. Voilà. L'espèce se porte bien. Je pense stable, ça veut dire qu'elle n'est pas encore menacée. Le problème, c'est que ça va arriver, puisque comme j'ai dit, on nique son environnement, on le détruit. Donc, si on détruit son environnement, bah, imaginez, on vient casser votre maison avec une massue, fatalement compliqué. Et puis surtout, imaginez que c'est pas une maison, mais une coloc et que vous êtes 25 dedans. Imaginez que le toit s'effondre sur certains de vos colocataires. Ça va être compliqué. Euh, alors pour pousser la métaphore un peu plus loin, il faudrait imaginer que vous mangez vos colocataires, mais là ça devient spécial. Imaginez que donc les proies de ce truc qui vivent dans cet environnement se meurent aussi parce qu'elles ont besoin de leur environnement et que l'environnement est détruit, parce qu'elles-mêmes les trucs qu'elles bouffent meurent parce que ainsi de suite, ou simplement que le changement dans l'environnement favorise le fait qu'elles se fassent manger par leurs prédateurs parce que c'est peut-être moins facile de se planquer, que du coup les prédateurs les chopent plus facilement, je ne sais pas. L'équilibre, la vie est un équilibre très fragile est très très bien foutu. Et nous, on vient tout foutre en l'air avec nos tronçonneuses. Donc forcément, ça pose un peu souci. Donc là, elle se porte bien, mais voilà, attendez-vous à ce que ça dure pas longtemps. D'ailleurs, ce serait le même verdict pour toutes les espèces qui se portent bien et celles qui se portent mal, hein. Voilà. Globalement, si on vous dit qu'une espèce se porte bien, dites-vous que ça va pas durer. Mais voilà, celle-ci se porte encore bien. C'est une bonne nouvelle. Youpi. Par contre, est-ce qu'il y a des mesures qui sont mises en place pour l'aider? Bah, c'est un petit peu ça le paradoxe. C'est-à-dire qu'on attend que les espèces soient en danger pour les aider, sauf que fatalement, quand c'est en danger, c'est déjà plus ou moins foutu. Donc voilà, c'est un petit peu con, quoi. C'est une espèce qui est pas encore en danger, mais on sait qu'elle va finir par l'être, et pour l'instant, je doute qu'on fasse grand-chose. Hop. Si je tape ça, ah gna 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 gna, je ne vois rien. Ah, Karen Tips. Ah. Oui, je prends tes cookies, laisse-moi tranquille. Ah, et je suis en train de me taper 12 000 pop-up, j'en ai plein le cul là. Laisse-moi regarder ton article, enfin, t'as fait un truc plus ou moins bien foutu en plus. Oh, pitié quoi.
Ah non. Bon. Donc ici, je lis. Est-ce que je peux vous montrer tout ça? Oui, je peux. Gna, 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 là. Donc, l'espèce se porte bien, mais sachez quand même malgré tout que malheureusement, c'est une espèce qu'on peut acheter. Voilà. Before buying a Suriname toad for your home collection, it's crucial to understand how to care with them, for them. Donc voilà, sachez que c'est donc des couillons qu'on peut acheter. Ne les achetez pas, s'il vous plaît. Je sais pas si c'est des espèces qu'on fait se reproduire, comme avec les chiens par exemple, on les prend, on en fait des élevages et après on les reproduit en masse et on fait des races différentes. Ou si, ce qui est une très mauvaise idée d'ailleurs, voilà, je vous invite à prendre vos animaux de compagnie dans des refuges plutôt que de prendre des animaux de race. C'est tout sauf une bonne idée pour l'avenir de l'espèce. Notre conception de créer des races, ça c'est complètement fucké, c'est une très mauvaise idée. Tout ce qu'on fait, c'est un, créer des tas d'individus qui ne seront pas voulus et qui donc vont crever dans l'atroce souffrance ou très seuls, youpi, soit créer des malades. Et oui, parce que donc bah, du coup, c'est forcer l'évolution, on va dire, croiser des trucs qui sont pas forcément faits pour être croisés ensemble. Et bon, au-delà d'un certain stade, ça ne se reproduit plus, c'est plus possible, c'est plus compatible, mais malheureusement, mélanger des espèces qui sont suffisamment différentes amène parfois à les faire avoir des maladies ou des trucs comme ça, ce qui fait que parfois on crée des espèces qui sont extrêmement malades et on les commercialise quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre vos animaux de façon responsable dans des refuges ou quoi. Moi j'ai pris mon chat chez une portée non voulue de la pote de quelqu'un dans ma famille. Si vous pouvez faire ça, c'est le must. Ça évitera toujours que ces chats soient euthanasiés ou laissés dehors. Mais voilà, croyez-moi que c'est pas du tout ce genre de cas qui manque. Vous dites peut-être que ça, il n'y a pas chez vous, que voilà. Cherchez un petit peu, croyez-moi, il y a hein, des gens qui ont des portées non voulues. Malheureusement, il y en a beaucoup. Je me rappelle aussi quand j'étais petit, dans j'ai jeune temps, c'était à quoi, 10-12 ans, donc bon. Mais on avait des lapins et on sait pas trop comment ils ont fait parce que, enfin, on a castré le mâle, genre une semaine après, mais il a quand même réussi à voilà. Et donc on s'est retrouvé avec une portée de je sais plus combien de gamins. C'était des lapins, quoi. C'était des lapins nains, donc on en avait un certain nombre. Et bon, bah c'était soit on trouvait des gens enfin, pour les prendre, soit on les euthanasiait tous, quoi. Donc bon, j'ai un petit peu poussé pour qu'on les donne. Et, euh, et on a fini par réussir à tous les donner. Youpi. Et voilà. Donc, mais voilà, sachez que c'est pas c'est pas les portées en trop et les refuges, et cetera, qui manquent et les c'est pas il y a vraiment plein de refuges avec plein de gens, il y a plein d'associations qui vous permettront de faire ça, très bien. Hem, il y a beaucoup de streamers aussi qui en parlent. Je saurais plus vous dire exactement ce que c'était le nom de l'association, mais chez OP par exemple, la streameuse, elle a eu son chat via ce genre d'association, donc n'hésitez pas à vous renseigner avant d'aller prendre un chat de race, c'est peut-être plus joli, encore que bon, voilà, un chat, un chien, ce que vous voulez de race, c'est peut-être plus beau si vous voulez, mais c'est vraiment pas une bonne idée de soutenir ce genre de pratique, quoi. Vous rendez pas service aux espèces et encore moins aux animaux que vous allez récupérer après, croyez-moi. D'autant que même si votre chat est en bonne santé au moment où vous le récupérez, il sera peut-être juste plus susceptible d'avoir un cancer à un certain âge que d'autres chats, d'autres races. Et au moment où vous le prendrez, il sera peut-être en bonne santé, mais rien dit que dans 3 mois, il n'est pas crevé d'un cancer, quoi. Bon, je grossis un peu le trait, mais en vrai, responsabilisez-vous là-dessus, quoi, parce que c'est important. Donc voilà. Et ici, du coup, la Suriname Toad, on peut l'acheter. Je ne sais pas si on en fait des élevages ou si on la prend directement depuis dehors pour la taper dans des terrariums, j'en sais rien. J'avoue que ça me met relativement peu en joie. Même si derrière on vous donne des tips pour savoir comment s'occuper de cette espèce-là, ça me fait un peu chier quand même.
Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir ça à la maison, quoi? Ça manquait vraiment à votre décoration? Je sais pas, enfin, au moins, ils sont relativement bien renseignés là-dessus, c'est bien. Après, je me trompe peut-être et peut-être que ça pose pas du tout de souci de les avoir, de les avoir chez nous, mais enfin voilà, ça change rien. Hésitez pas à faire des recherches, un minimum de recherches, je vous demande pas de faire des recherches pendant des années, hein, juste, si vous voulez une espèce chez vous, c'est qu'elle vous intéresse, bah, voilà, intéressez-vous à cette espèce avant de la choper, quoi. Oui. Mouais. Enfin bref, voilà, donc c'est ça pour cette grenouille-là. La Pipa Pipa, où est-ce qu'elle vit? Dans des forêts tropicales, j'imagine, mais où exactement? C'est une espèce de crapaud de la famille des Pipidés. Préoccupation mineure, stable. Ah oui, donc préoccupation mineure quand même. Voilà, bah oui, c'est ça. Mineure, mais préoccupation quand même, hein. Quand vous lisez préoccupation mineure concernant le statut de conservation d'une espèce, ça ne veut pas dire qu'on s'en inquiète pas. Ça veut dire qu'on s'en inquiète, mais pas beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas matière à s'en préoccuper, hein. Ça veut juste dire que pour l'instant, on a décidé qu'on avait autre chose à foutre. À tort, mais quand même. Ça veut dire qu'on sait que l'espèce commence à être emmerdée, on le sait, et que ça va certainement pas s'arranger, mais on a décidé qu'on allait s'occuper d'autre chose d'abord. Voilà. Ou de rien du tout d'ailleurs, hein. C'est pas parce qu'on s'occupe de la protection d'une espèce qu'on peut pas s'occuper de la protection d'autres espèces en même temps. Donc voilà. Donc c'est pas parce que une espèce est dite stable qu'elle n'est pas du tout en danger. D'ailleurs, des espèces pas du tout en danger, je pense que concrètement ça ne doit pas exister, mais bon. Vu l'impact qu'on a sur le monde de manière générale, sur la totalité de la planète, sur le climat, sur l'écosystème, enfin, les écosystèmes, bref, du coup je me dis que... Enfin voilà, sachez que même si c'est écrit stable, ça ne veut pas dire que la grenouille, enfin le crapaud se porte bien. D'ailleurs, sachez que, là c'est beaucoup plus basique, mais le crapaud n'est pas le mâle de la grenouille, hein. C'est une autre espèce, ça n'a rien à voir. Il y a les grenouilles, mâles et femelles, et il y a les crapauds, mâles et femelles. Ah oui, donc là je vous remontre des photos dégueulasses du truc, désolé, j'avais pas fait gaffe. Oups. Sorry. Mais non, parce que ouais. Allez, c'est pas grave. Parce que je pensais que vous étiez sur l'autre scène, mais en fait non. Hem, allez, on va dire qu'on a revu. Donc, voilà. Donc j'ai dit ça vit où ce truc? Parce que j'ai pas vu finalement. Gna 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 gna. Comment j'écris ça? Voilà, c'est pas du tout ça, mais on va taper ça ah oui, location. Oui, effectivement, c'est ça. Location du coup, parce que c'est pas exactement la même chose sinon. Heu, dans l'Amérique du Sud, y compris enfin, incluant le Brésil, l'Équateur et l'Amazonie. Donc, ça transporte ses œufs dans son dos pour pouvoir les protéger. Ça a pas de langue, ça a pas de dents, mais ça aspire ses proies. Hem, généralement, on s'attend à ce que les grenouilles aient des bourrons au bout des doigts. Eux, non, c'est en étoile et ça leur permet de sentir où sont leurs proies. Heu, ils sont modérément en danger, on va dire, pour l'instant, ils ont un statut de préoccupation mineure, mais quand même. On estime que c'est stable, mais bon, voilà, ça va changer clairement et c'est déjà pas top, hein. Elle ne se porte déjà pas bien, et
comme la dégradation de leur statut de conservation est due à la dégradation de leur environnement par l'homme, on sait que ça va pas s'arranger. Donc voilà, pour l'instant elles vont bien, mais ça va pas s'arranger. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a beaucoup sur une énorme partie de la Terre, donc c'est bien. Et ça, il y en a beaucoup. Sinon, non, voilà, sinon c'est un crapaud, pas une grenouille, donc ce n'est pas la même espèce, ce n'est pas le même truc, l'espèce, le même genre, je crois. Et voilà. Et donc c'est un amphibien, comme toutes les grenouilles. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur celle-là. Donc voilà, je vais. Oui, non, pas tout de suite. Je veux dire, je vais noter ça dans la liste, mais si je fais ça maintenant, je vais rouvrir plein de fenêtres et ça fait. Je vais pas la tenter avec tous les plantages qu'on a aujourd'hui. Donc voilà. Je rappelle que la règle, si vous voulez qu'on parle d'une espèce, il n'y a pas de souci, venez en parler dans le chat. Une espèce sympa ou drôle, ou même juste une espèce qui vous tient à cœur, il n'y a pas de souci. Et si vous voulez m'influencer dans ma recherche sur des espèces un peu cheloues et méconnues généralement, vous pouvez, en entrant la commande point d'exclamation roue en minuscule dans le chat, et le bot va me sortir une liste de sujets qui m'influencera dans ma recherche. J'irai ensuite demander à ChatGPT ce qu'il peut me proposer dans cette gamme-là d'espèces un peu chelou. Et puis voilà. ChatGPT ne fait que m'influencer. Je ferai le travail de recherche ensuite en live devant vous. Et du coup, on pourra voir comment ça marche. Donc voilà. Donc je vous laisse un petit temps pour faire la commande point d'exclamation roue en minuscule si vous voulez, lancer la roue des espèces et donc lancer un sujet. Et si vous voulez parler d'une espèce, allez-y, il n'y a pas de souci. Je vous vois. Donc voilà. Ça fait un moment que j'en ai plus parlé, mais s'il y a un souci de son, n'hésitez pas à me le dire, évidemment. Si il y a un truc qui s'affiche pas, si il y a le moindre problème, dites-le moi, parce qu'en général, j'essaie de faire gaffe, mais j'ai pas systématiquement le nez sur toute ma config dans OBS. Et il se trouve que j'ai eu quelques plantages ces derniers temps, donc c'est un peu compliqué de vérifier que tout va toujours bien. Normalement, c'est censé être OK. J'ai vérifié mon son, il est un peu moins dégueulasse qu'avant déjà. Donc voilà. Voilà, voilà. Et puis voilà, je vais rentrer la commande du coup. Hop. Alors, qu'est-ce que ce sera ce coup-ci? Oui, bon. Eh ben on en refait un, c'est pas grave. Je l'ai codé. Oui, ça demande du code, hein, ce truc. J'ai pas compris un broc de ce que j'ai raconté dans mon code, mais j'ai piqué le code à quelqu'un. C'est un truc qui se fait beaucoup sur Internet. Pas de piquer les trucs des autres, hein, mais de proposer des codes pour que le bot fasse des trucs. Donc j'ai piqué ça dans une vidéo YouTube. Je sais pas si je pourrais vous la retrouver là tout de suite. Et donc c'est totalement aléatoire, il n'y a pas de préférence du bot, c'est aléatoire parmi une liste de sujets. Donc voilà. Donc ce coup-ci, ça part sur les amphibiens. Encore. Hop. Donc je vous change les scènes. Encore. Et je vous rappelle que si vous voulez voir la liste des espèces qui sont passées dans mes lives, vous pouvez toujours taper la commande point d'exclamation Pokédex en minuscule et sans accent, et vous aurez la liste des espèces qui sont donc passées dans le live, quoi. Et je la mets à jour à chaque live, comme ça, enfin après chaque live, comme ça vous pourrez, vous aurez une liste à jour, quoi. Donc j'étais là-dessus. Un autre amphibien peu connu avec des capacités inhabituelles est la salamandre alpine. On a déjà fait la salamandre géante de Chine. Spoiler, sa particularité c'est qu'elle est géante. Et en voie d'extinction aussi, mais bon. À partir du moment où c'est super commun, je suis pas sûr qu'on puisse parler vraiment d'une particularité. Originaire des Alpes européennes, cette salamandre est bien adaptée à la vie dans des environnements montagneux et souvent couverts de neige.
Ce qui rend la salamandre alpine si étrange, c'est sa capacité à survivre à des températures extrêmement basses. Pendant les mois d'hiver, lorsque la... Ah, c'est pas la grenouille congelée des fois? Pendant les mois d'hiver, lorsque la... Oui, je spoil, hein. Lorsque la neige recouvre son habitat, elle peut être ensevelie sous la neige pendant de longues périodes. Au lieu d'hiberner dans un abri, la salamandre alpine est capable de survivre sous la neige en absorbant l'oxygène à travers sa peau. En plus, cette salamandre a développé une stratégie unique pour se défendre contre les prédateurs. Elle sécrète une toxine puissante à partir de glandes situées sous sa peau, ce qui la rend toxique pour beaucoup de ses prédateurs potentiels. Cette capacité de défense chimique est relativement rare parmi les amphibiens et confère à la salamandre alpine un avantage évolutif distinct dans son habitat montagneux. Donc non, c'est pas la grenouille qui se congèle, celle-là on en parlera peut-être une autre fois. Euh, Mais donc voilà, il y a ça. Je vais regarder, ça s'appelle la salamandre alpine. La salamandra atra. Hop. Ah oui, du coup, il faut que je laisse ça parce que sinon j'aurais pas les. Oui, je pourrais toujours regarder la liste de GPT après, de chat GPT après. Non, ça c'est une salamandre noire, c'est pas celle-là que je demande. La salamandra atra. Là. Est-ce que c'est OK comme site? Ah bah, ça a l'air. Ah oui, c'est un peu bien foutu ça quand même. Sauf que ça, c'est la salamandre noire, salamandre noire, salamandre noire, salamandre noire, salamandre noire. Bah, c'est bien foutu, mais c'est pas la bonne. Ah si, salamandra atra. C'est son autre nom? La salamandre noire, salamandra. Oui, attendez, vous voyez pas? J'ai pas le réflexe. Hein. La salamandre noire ou salamandra aptra, aussi appelée salamandre alpestre ou salamandre de montagne, est un urodèle de la famille des salamandridés que l'on trouve en montagne, dans les zones boisées et humides. Carnivore, elle mange essentiellement des petits invertébrés. Quand même vérifier chez ChatGPT. Oui, voilà, hop. Est-ce la salamandre noire? Bon, ah voilà. Réponse. J'ai ChatGPT qui agonise là, il sait pas trop. Je sais pas, laisse-moi tranquille. Je sais pas. Bah, tu vois, bon. D'accord. Bah, il charge pas, donc je sais pas. Non, la salamandre alpine, Salamandra atra, est une espèce différente de la salamandre noire, Salamandra salamandra. Bien que les deux espèces appartiennent au genre Salamandra, elles présentent des caractéristiques distinctes et occupent des habitats différents. La salamandre alpine, comme son nom l'indique, est généralement présente dans les régions alpines d'Europe, notamment dans les Alpes autrichiennes, suisses et italiennes. Elle se distingue par la coloration sombre et uniforme, généralement noire ou brun foncé, avec parfois quelques taches jaunes ou oranges. D'autre part, la salamandre noire, et là il a bugué, donc en fait, la salamandre alpine est souvent appelée salamandre noire des Alpes, en raison de sa couleur foncée caractéristique. C'est la même espèce. Je comprends plus rien. Est souvent appelée salamandre noire des Alpes par raison de sa couleur foncée caractéristique. C'est la même espèce. La salamandra atra est une espèce de salamandre qui se trouve principalement dans les Alpes et les autres régions montagneuses d'Europe. Elle est bien adaptée à la vie dans tous les environnements frais et humides et elle est connue pour sa coloration sombre qui varie du brun au foncé noir. Merci de clarifier cela. Tout ça, d'accord, super. Bon, oui, c'est Bader du coup, mais je sais pas exactement si c'est vraiment celle-là. Moi, je vois salamandre noire avec en dessous le nom officiel Salamandra atra. Donc, c'est le bon nom phylogénétique. Quand même vérifier. Salamandra atra. Salamandre noire. Salamandra atra atra. C'est encore autre chose. Salamandra atra. Salamandra noire. Salamandre noire, la description machin. Salamandra atra atra. Il y a deux fois atra, c'est pas la même chose. Salamandra atra aurora. Présente dans les Alpes italiennes du sud, à l'est du... Je pense qu'il parle de celle-là. La salamandre noire.
J'agonise au secours. La Alpine Salamander ici. Bah, c'est compliqué hein, à trouver le truc. Salamandre noire, une sous-espèce de la salamandre noire, la salamandre Atra aurora. Amphibia web, Nina, queue courte. Bon. Bon, on va partir du principe que c'est celle-là du coup. TP salamandre Atra alpine. Salamandre noire, salamandre Atra ici sur Wikipédia, ils en parlent comme ça. Alpine salamander. Bon. Préoccupation mineure, on lit déjà. Hein. En diminution. Donc ça va, mais ça va de moins en moins bien. Quoi. Et il y a déjà de quoi s'inquiéter à la base. Donc ça va être la même, hein, je pense, niveau conservation, ça va être globalement pareil. Donc on était là-dessus. Je pense qu'on peut considérer que c'est celle-là. Salamandre alpestre, donc ça fait quand même, voilà. Salamandre de montagne est un urodèle de la famille des salamandridés que l'on trouve en montagne dans les zones boisées et humides. Carnivore, elle mange généralement essentiellement des petits insectes, de petits invertébrés. Elle les mange, voilà. Les invertébrés. Classification, sous-espèce taxon, caractéristiques physiques de la salamandre noire. 12 grammes, oui ça va, c'est pas trop lourd. Morphologie, c'est une salamandre terrestre de taille moyenne qui possède un long corps assez fin, une plutôt longue queue de section carrée, des petites pattes fines munies de 3 doigts et une tête ovale aplatie. Elle possède de gros yeux globuleux de couleur noire ainsi que de nombreuses glandes, je ne sais plus lire, à venin sur tout le corps. Donc oui, a priori c'est celle-là. Celle-ci forme des lignes sur les côtés, le dos et la queue, lui donnant une silhouette annelée. Annelée, c'est l'image n'est pas très sexy, mais c'est comme les vers de terre. Vous voyez, il y a les. On dirait qu'il y a des espèces de lignes sur chaque. Des espèces de sections sur chaque. Enfin, et donc c'est pour ça. Voilà. Je suis fatigué. Sur le. Ouais, des espèces de lignes sur tout le corps. C'est un peu comme le chocolat Côte d'Or. Voilà. Vous voyez l'espèce de bourrelet qu'il y a sur les côtés, c'est ça. C'est totalement ça, c'est la même chose. Voilà, ça donne cette forme-là, quoi. Ça donne des anneaux, quoi. Des anneaux sur tout le tronc de l'espèce, enfin de l'individu. Aucune réelle différence n'est observable entre les deux sexes, excepté le cloaque plus prononcé chez le mâle. Je rappelle que le cloaque, c'est comme chez les poules et comme chez plein d'autres espèces de piafs souvent, mais pas que. C'est un trou par lequel rentre et sort tout ce qui a besoin de rentrer et de sortir quand ça passe pas par la bouche. Voilà. Ça sert pour la reproduction, entre autres, mais ça sert aussi pour les besoins naturels. Voilà. Sa peau est brillante, visqueuse, assez lisse, mais régulière à cause des glandes venimeuses. Elle est entièrement noire ou brun noir, avec parfois quelques reflets ou bandes jaunes dorées sur le dos et la tête. Bon, globalement, c'est une salamandre noire avec des petites couleurs par endroits, quoi. Quoique ici, franchement, c'est pas flagrant, quoi, hein, je trouve. Là, hop là. Aire de répartition. Elle est endémique des Alpes en Europe, donc dans les montagnes de l'Europe. Liste des pays. En Allemagne, en Autriche, en Bosnie, en Herzégovine, en Croatie, en France, en Italie. Je suis allé en Croatie une fois, j'ai failli mourir. Au Liechtenstein, au Monténégro, en Serbie, en Slovénie et en Suisse. Ok. Donc elle est quand même pas mal présente, quoi. Hein. Juste à côté de la France en plus. Donc c'est pas bien loin de chez nous, ça. Elle vit en montagne dans les zones rocheuses. Attends, il est super bien foutu ceci, je vais le garder. La salamandre noire vit en montagne dans des zones rocheuses et de végétation comme les forêts, les prairies tempérées et humides. Tempéré, c'est quand c'est. Il n'y a pas vraiment une température précise, je pense, mais c'est quand c'est relativement froid, je crois. Enfin, pas froid, mais c'est pas chaud, quoi. C'est plus de tiède à froid que chaud. Je vais checker ça, mais.
Non, pas dans cette page-là, parce que sinon, on va avoir des trucs. Tempéré, modéré, ni très chaud, ni très froid. D'accord, ça commence à quelle température, ça? Le climat tempéré est un type de climat caractérisé par des températures annuelles moyennes de l'ordre de 18 degrés et des précipitations moyennes de 600 à 200 mm par an. Il est divisé en climat océanique méditerranéen, subtropical humide, chinois ou pampéen. Je ne sais pas ce que c'est pampéen, mais pampéen, tribu pampéenne. Ah oui, ça m'aide bien, ça c'est super. Du désert pampéen. Ah, relatif à la pampa. Oui, logique, forcément, j'aurais dû y penser. Ok. D'accord. Quelle est la température d'un climat tempéré? Les températures moyennes de l'été ne dépassent pas les 25 degrés et surtout celles de l'hiver descendent rarement en dessous de 0 à -3 degrés. Donc c'est ça, c'est de tiède à un peu froid, mais ça va. Enfin, quoique -3 degrés, mais bon, voilà. Moi je suis belge, donc pour moi c'est pas froid. Euh, voilà, voilà. Pour revenir dire ici, donc, globalement, ça vit dans des climats tièdes à un peu froid, mais pas trop, mais pas trop chaud, dans des milieux humides, forêts, prairies, ruisseaux, tout ça. Et donc de préférence dans des zones rocheuses. Nourriture et proie, la salamandre se nourrit de divers petits invertébrés. Donc elle trouve dans son habitat naturel, elle mange notamment des escargots et des araignées, des vers, des insectes et leurs larves. C'est dégueulasse. C'est mignon, mais c'est dégueulasse. Vie sociale. La salamandre noire est un animal solitaire qui passe l'année seule. C'est seulement pour la reproduction qu'elle rentre en contact avec ses congénères sans pour autant réaliser de grands rassemblements. Elle fait du venin, donc forcément on l'emmerde pas trop. Seuls certains oiseaux et serpents peuvent s'attaquer à elle. Comportement, la salamandre noire est c'est un animal crépusculaire, surtout active à l'aube pour chasser. Elle se déplace très peu pendant l'année. Elle peut cependant prendre quelques rayons de soleil en journée, vivant dans des zones froides et en étant un animal à sang froid. Et oui, parce que rappelez-vous, qui dit animal à sang froid dit que il faut se recharger au soleil parce qu'on ne thermorégule pas. Chez nous, on peut transpirer, on a plein de trucs qui nous permettent de voilà. Eux, ils ont pas. Donc comment ils font? Bah, ils se mettent à la lumière du soleil et comme un panneau solaire, ils se rechargent au soleil. Voilà. C'est un animal craintif qui passe beaucoup de temps caché sous une souche, un rocher ou un abri. Bref, c'est un gros planqué bien préparé si tu l'emmerdes parce qu'il fait du venin, qui bouffe essentiellement des petits invertébrés, donc tout ce qui est arthropodes et autres, hein, donc on a tout ce qui est vers, araignées, peut-être des mouches, je sais pas. Bref, donc tous ces trucs-là. Heu, Dans un état de conservation pas trop mal, réparti un peu partout en Amérique du Sud et un peu ailleurs, dans des zones, tempérées, donc de tiède à froide, relativement froides, dans des zones, humides en montagne et elle a pas des masses de prédateurs comme elle fait du poison. Elle vit généralement seule, mais quand il faut baiser, bah, c'est mieux de le faire à 2. Donc on appelle quelqu'un, mais on fait pas des gros rassemblements à 12 000, hein. C'est pas comme toutes ces espèces qui font des harems, par exemple, ou qui se reproduisent à 12 000 justement. Là, c'est vraiment, juste elle passe un coup de fil à un pote et puis c'est réglé. Longévité, l'espérance de vie de la salamandre noire est à l'état sauvage, 10 à 15 ans, en captivité, plus de 15 ans. Elle chasse dans la pénombre en utilisant son ouïe ou sa bonne vision nocturne pour localiser sa cible. Alors, comment ça baise? Vivipare, donc ça fait pas des œufs du coup. Ovipare, ça fait des œufs, vivipare, ça n'en fait pas. Il y a des bases, parfois mon cerveau il veut pas, hein. Polygame, alors on baise avec seulement une personne, mais voilà, c'est pas obligé d'être tout le temps la même, quoi. Période de reproduction. La saison des amours de la salamandre noire a généralement lieu en juin. Ben voilà, on n'en est pas tellement loin là. Donc dans 2 mois, hein. Accouplement. Les salamandres noires s'accouplent sur la terre ferme. Très rare chez les urodèles qui généralement le font dans la flotte. Parce qu'ils en ont besoin.
c'est toujours des amphibiens qui ont besoin de l'eau. Les amphibiens ne sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas tout à fait dissociés de l'eau, ils en ont toujours un peu besoin, mais moins que les poissons. Accouplement, s'enroule autour de le mâle s'enroule autour de la femelle pour la féconder. Miam. Gestation 2 à 3 ans. Ah ouais. Lieu de mise à bas, la femelle met bas sur la terre ferme, ces petits étant directement terrestres. Nombre de larves, ah oui, donc attends, oui, parce que c'est 2-3 ans, mais c'est pas juste un couillon, on n'est pas sur les dodos, c'est 2 petits en moyenne, parfois 3 ou 4. C'est moi ou le rendement est assez maigre? Ça va pas vite repeupler ça, hein, quand on aura des soucis. Baiser plus, n'hésitez pas vraiment à baiser plus, s'il vous plaît. Taille et apparence à la naissance. À la naissance, les petits ont la même apparence que les adultes et mesurent 30 à 50 millimètres. Absence de métamorphose. Ils naissent d'office avec des poumons. La jeune salamandre noire ne subit aucune métamorphose. Je vous rappelle que la base honnête chez les amphibiens, donc par exemple les grenouilles, c'est qu'à la base on est tétard, donc une espèce de, c'est comme le, oui, c'est pas super sexy non plus comme comparaison, mais c'est comme les spermatozoïdes. Globalement, une espèce de grosse tête, un flagelle derrière qui permet de se déplacer. Comme les anguilles, hein, c'est pas un flagelle, mais c'est une espèce de queue, quoi. Puis le truc développe des pattes et il finit par perdre sa queue et paf, la grenouille. Sauf que là, non. Là, le truc naît d'office avec des poumons et il n'y a pas de transformation spécialement casse-couille. Le truc naît d'office bien fait, quoi, si je comprends bien. Danger d'extinction. Alors, il est menacé d'extinction, certes, mais en préoccupation. Non, il n'est pas menacé d'extinction parce qu'il est en préoccupation mineure, comme vous pouvez le voir sur ce merveilleux graphique. Il est au stade de bas les couilles, mais mineur, quoi. C'est pas encore trop ça. Hein, voilà. Et globalement, oui, pourquoi? Bah parce que perte et fragmentation de son habitat à travers l'agriculture, donc on nique son terrain, on tue, on détruit son environnement et on tue par extension les espèces qui vivent dedans, dont parfois il a besoin pour pouvoir survivre, donc c'est chiant. Réchauffement climatique, bon bah ça je vous l'explique pas. Collision routière. Ah oui, fatalement, comme on a des routes dans ces zones-là, bah, si on roule dessus, ça survit pas très bien, quoi. Augmentation du nombre de moutons, réduisant son aire de répartition, évidemment. Comme on fait plein d'agriculture, on envoie plein d'espèces dans des endroits qui n'ont rien à y foutre, enfin, où elles ont rien à y foutre, et du coup, les moutons ils bouffent tout ce qu'ils trouvent. Donc l'herbe dont les salamandres noires ont besoin. Donc vous voyez déjà le nombre de trucs emmerdants qui lui tombent dessus, et pour l'instant, il est seulement en préoccupation mineure. On a de la chance, hein. Ça va pas durer non plus. Le nombre d'individus à l'état sauvage est actuellement inconnu. La population mondiale de salamandres noires est actuellement en baisse, bah oui, forcément. Voilà, voilà. Et donc c'est ça pour la salamandre alpine. Essentiellement en Amérique du Sud, mais pas que, un peu partout, dans tout ce qui est climat tempéré, enfin dans des endroits avec une température tempérée, donc de tiède à relativement froid, mais pas trop. Ça bouffe des insectes, mais pas que, ça bouffe des... ça bouffe des invertébrés, donc ça bouffe un peu de tout ce qui n'a pas de vertèbres, hein, donc les lombriques, les vers de terre, les araignées, les mouches, tous les autres trucs, les moustiques aussi j'imagine, je sais pas. Pas de métamorphose comme chez les grenouilles, il n'y a pas de têtard, parce que ce sont des urodèles, je crois que c'est comme ça que ça marche chez eux. Vit surtout dans des milieux alpins, donc par exemple donc oui, en montagne, quoi, dans des milieux rocheux, mais humides, donc des rivières en montagne, bah, du coup pas vraiment la campagne, mais c'est en train de le devenir, puisqu'on met des pâturages partout, des grands champs, des forêts humides, des rivières, voilà, tout ça, et ça fait du poison. Et la portée de ce truc, les portées de l'espèce sont pas top. Les progénitures, il y en a pas 12 000, ça prend 2 à 3 ans juste pour une couvée. Enfin, c'est pas une couvée qu'on dit, mais on se comprend. Et c'est 2 à maximum
4, et c'est peu courant, 3 ou 4, c'est généralement plutôt 2 par portée. Donc ça se reproduit pas vite et on dégrade son environnement parce qu'on veut y mettre des pâturages, parce qu'on veut faire de l'agriculture, parce qu'on veut faire chier le monde, parce qu'on détruit le terrain, certainement pour des exploitations forestières ou quoi. C'est-à-dire qu'on va couper du bois comme d'habitude. Bon, c'est pas top. C'est pas top. Pour l'instant, la préoccupation concernant l'espèce est mineure, mais croyez-moi que ça va probablement pas durer. Donc voilà. L'espèce se porte encore relativement bien. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont mis en place pour protéger cette espèce? Parce qu'on a vu du coup, enfin moi j'ai rien trouvé, donc je pars du principe que pour la précédente, la grenouille truc là, la grenouille, c'est pas une grenouille d'ailleurs, le crapaud, le Suriname Toad, le crapaud de Suriname, j'imagine, je crois que c'est un pays, aussi appelé Pipa Pipa, et donc plus ou moins de la même manière dans la sauce, sauf qu'il n'y avait rien d'entrepris pour protéger l'espèce. Est-ce qu'ici il y a quelque chose pour protéger cette espèce-là? Salamandra atra protection. Cette espèce est actuellement non menacée, c'est pas vrai. Hein. Là aussi, c'est un raccourci pour dire que ça va, mais en fait non, ça va pas parce que ça commence à dégringoler. Donc, cependant, comme pour tous les autres amphibiens de Suisse, il est interdit de les capturer, de les tuer, de les déplacer, même dans le cas où vous souhaitez aménager un étang pour y avoir des batraciens. Ça, c'est bien. Bon, il y a quand même des trucs qui sont mis en place dans certains pays. Bon, c'est la Suisse. La Suisse, ils sont globalement pas trop cons. Donc ça m'étonne pas. C'est une bonne chose, hein, bravo la Suisse. Mais voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Muséum national d'histoire naturelle. Statut de protection de Salamandra atra. Ah, ça cherche pas. Ah oui, non, ça cherche vraiment pas. Bon, il veut pas charger. Sniff. Bah oui, bon, bah écoutez, je crois qu'on pourra pas savoir. Hein. Je pense que mon réseau est en train de lâcher. Ça veut pas charger. Si, celle-là, il veut bien. Ah mais c'est le site alors qu'il veut pas. C'est le site qui pue la merde. Bon, bah le site du Muséum d'histoire naturelle a un problème. Voilà. Après, regardez-vous. Euh... Quoi, celui-là non plus? Mais attends, qu'est-ce que tu veux bien charger alors? Bon, on va faire plus simple, je vais regarder sur mon téléphone parce que je pense qu'on n'a pas fini. Hein. Je ne vais pas charger ici. Hein. Oui, mais ça c'est faux. Ici. Ah non, parce que là je suis sur ma 4G, ça charge pas, donc c'est de la merde en fait. Enfin, le site ne charge pas. Après, est-ce que c'est autre chose? Je sais pas. Priorité nationale modérée. Mesure de protection. Le statut de la salamandre noire n'est pas clairement déterminé. Sa présence passe souvent inaperçue. Des estimations concernant la densité et l'évolution des populations sont difficiles à établir. Indubitablement, la forte augmentation du nombre de moutons sur les pâturages empêche toutefois la salamandre d'accéder à de tels refuges. Toute la lumière n'a cependant pas encore été faite en ce qui concerne l'impact qu'ont la pluie et le brouillard acide sur les sols des forêts alpines et donc sur la vie des habitants.
Il est toutefois certain qu'au niveau local, le trafic routier est responsable de la mort d'un certain nombre de salamandres. À long terme, les mesures doivent avant tout viser à préserver sans restriction les forêts et les alpages existants. Et donc ça, le site qui me dit ça, c'est Infofauna. Non, c'est pas la... Ouais, si, c'est ça. C'est ça. Par contre, est-ce que ça va charger? J'en sais rien. Ouais, ça charge. Ah, gna, 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 gna. Modéré, tout ça. Donc, oui, mesures de protection. Voilà, bah, c'est ce que je viens de vous lire. C'est ça. Donc, en gros, globalement, elle se porte pas encore trop mal, mais ça commence. Et on est en train de défoncer son environnement pour mettre des pâturages pour les moutsangs, pour avoir à bouffer pour nous, et en plus on roule dessus parce qu'on a des routes là-bas. Donc voilà. Comme on roule dessus, on crée des gaz. Comme on crée des gaz, on crée du brouillard toxique qui donc tue les espèces qui sont sur place. Bref, voilà. Pour l'instant, elle n'est pas encore vraiment menacée, mais en fait, ça va arriver. Considérez qu'elle est déjà menacée hein, à ce stade-là. Vous savez qu'on est en train de la foutre dans la sauce, vous savez qu'on est en train de détruire son environnement. Vous pensez qu'il va se passer quoi? Bref. Donc voilà. Alpage. Donc elle vit dans les alpages pas trop secs, éblouis, forêt humide, chablis, clairières, lisières de forêt, ravins, bords de ruisseaux, de routes. Ah oui, elle vit au bord de la route. Bon, elle est peut-être un peu spéciale aussi. Préférence pour les forêts de feuillus ou les forêts mixtes plutôt que les forêts de conifères, plus fréquentes dans les régions à roches calcaires que sur le granit ou le gneiss. Gneiss. Voilà. Et donc c'est ça pour là. Je suis où? Je suis ici, là, quelque part. Je vais me trouver, hein. Ne vous inquiétez pas, je vais me trouver. Hep, voilà. C'est ça pour j'ai déjà oublié ton nom, la Salamandra atra, la salamandre noire ou la salamandre alpine, tout ça c'est la même chose. Voilà, voilà. Donc c'est une espèce venimeuse qui se porte pour l'instant pas encore trop mal, mais bon, voilà, partez pas du principe que ça va durer, quoi. Est-ce qu'il y aura, pour l'instant, il y a quand même quelques mesures qui sont mises en place pour éviter euh, qu'elle se fasse baiser trop vite, comme en Suisse par exemple, comme on a vu, où il y a une interdiction quand même de faire ce qu'on veut avec, où on doit les laisser en paix, encore heureux, mais voilà, sachez donc que il y a des mesures, mais il n'y a pas grand monde qui suit, quoi. Voilà, voilà. Est-ce qu'on s'en fait une dernière? On peut, hein? On peut, on peut. Donc voilà, je vous rappelle que si vous voulez entrer la commande, point d'exclamation roue en minuscule, vous pouvez demander à Nightbot de me sortir aléatoirement parmi une liste de sujets un sujet qui va m'orienter dans mes recherches sur la prochaine espèce peu connue avec des capacités intéressantes. Et je vais demander donc avec ce sujet-là à ChatGPT de me sortir une espèce originale et intéressante. Après, j'irai faire des travaux, oui, bien sûr, tout à fait, des gros travaux de recherche. Non, j'irai faire des petites recherches sur Internet vite fait pour voir un peu ce que c'est. On va dresser le portrait Pokédex, à savoir qu'est-ce que c'est, comment ça marche, et où ça vit et tout ça. Pourquoi c'est original, pourquoi ça m'intéresse. Et voilà, si vous voulez voir la... Donc je vous invite à taper la commande point d'exclamation roue en minuscule dans le chat pour lancer un sujet. Si vous voulez vous-même me donner un sujet pour qu'on parle d'une espèce, il n'y a pas de souci, venez, moi je vous attends. Et si vous voulez voir la liste des espèces qui sont déjà passées dans mes lives, je vous invite à faire la commande point d'exclamation Pokédex que j'ai déjà faite en début de live dans le chat. Vous devriez pouvoir la voir, oui, elle est là. Point d'exclamation Pokédex en minuscule et sans accent qui vous permettra donc de voir la liste des espèces qui sont déjà passées en live. Je vais rentrer la commande. Bon, je commence à en avoir plein le cul des amphibiens, je sais pas vous, donc je vais réessayer du coup. Tu me mets autre chose s'il te plaît? Voilà. Super. Parce qu'on va pas faire que les amphibiens non plus, hein. Donc ça part sur les sabots. Alors j'ai mis sabots parce que c'est un peu chiant. Il y a on a parfois des termes
simples, généraux, on appelle ça des termes vernaculaires qui sont pas des termes scientifiques, du coup des termes, voilà, que tout le monde peut utiliser, pour parler de certaines espèces qui du coup ne sont pas des termes scientifiques. Parce que c'est pas en science, on utilise des termes, comme j'ai dit, phylogénétiques, donc selon, les ancêtres, selon les caractéristiques qu'ils ont, selon leur ADN, donc toujours les ancêtres, ce qui leur a été transmis. Nous, quand on n'a pas les connaissances et qu'on n'est pas scientifique, bah, par exemple pour les poissons, tout ce qui a l'air d'avoir des écailles, des nageoires et voilà, on dit que c'est un poisson, mais on se trompe et voilà. Ici, c'est pareil, voilà, c'est pareil, sauf qu'il y a pas de mots comme les poissons qui existent pour les ongulés, qui sont donc toutes les espèces avec des sabots. Pour faire très large et très court. Voilà, j'ai précisé que c'est les sabots. Ça peut passer de la girafe au cerf, aux chevaux évidemment, aux chameaux. Voilà, c'est très très large. Donc voilà, sachez que c'est large. Donc ça part sur les sabots. Et si vous voulez briller en société, vous saurez que le terme pour désigner les espèces qui ont des sabots, c'est les ongulés, qui désignent tout un tas d'autres trucs, mais la caractéristique principale, si j'ai bien suivi, c'est quand même les sabots, quoi. Alors, pareil avec un ongulé, s'il te plaît. Un ongulé peu connu et original est le tapir de montagne Tapirus pinchac, pincac, je sais pas, également connu sous le nom de tapir nain colombien. Ce tapir est endémique des hautes montagnes de la Colombie, je n'aurais pas deviné, d'où il vit dans les forêts, où il vit dans les forêts humides et des zones boisées. Ce qui rend le tapir de montagne si particulier, c'est sa petite taille par rapport à d'autres espèces de tapirs. Il est considéré comme le plus petit tapir du monde. Ah oui, c'est petit, effectivement. Parce que les tapirs, déjà, je sais pas si vous voyez, mais c'est pas spécialement grand, atteignant généralement une taille de seulement 76 à 107 centimètres de hauteur à l'épaule. Bon, c'est pas si petit que ça, mais pour un tapir, quand même. Cette taille réduite lui permet de se déplacer plus facilement à travers les environnements montagneux et forestiers où il vit. De plus, le tapir de montagne est unique en tant qu'ongulé car il est le seul membre du genre Tapirus à habiter les altitudes élevées. Il est adapté à la vie dans les environnements montagneux, donc on reste dans les montagnes, où il se nourrit principalement de plantes, de fruits, de feuilles, et pas d'invertébrés comme la salamandre noire qu'on vient de voir. Ça, il n'en mange pas. Il a le bon goût de se contenter des fruits. En raison de sa distribution limitée et de la dégradation de son habitat, dû à la déforestation et à d'autres activités humaines, hein, c'est toujours le même problème, le tapir de montagne est actuellement menacé d'extinction. Des mesures de conservation sont nécessaires pour protéger cette espèce remarquable et préserver son habitat naturel dans les montagnes de Colombie. Ça s'appelle le tapir de montagne. Voilà. Alors, YouTube Beams. Pas sûr que c'est une vraie photo, ça. Le tapir des montagnes. Voilà, ça m'a l'air bien, ça. Voilà. Donc ça ressemble à ça. C'est un cochon avec une trompe, quoi, hein, globalement. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est pour le tapir. Ils ont des défenses? Non, c'est juste... c'est marrant parce ils ont comme de la peinture, vous savez, des clowns au niveau de la bouche. Ce qui fait comme il est tout noir, on dirait qu'il a une grosse marque blanche et on dirait que ça lui fait une défense, mais en fait non, pas du tout, c'est juste son sourire. Enfin, c'est ses lèvres, quoi. C'est sa bouche. Ok, alors, reviendons ici. Là.
Et du coup, le tapir de montagne. Machin, on s'en fout dans le truc. Qu'est-ce qu'il faut sur Aquaportail? On va aller voir. Hein. Le tapir des montagnes, le tapirus pincac, pinchac, pincac, je sais pas, démerdez-vous. Et, 2 secondes, je vérifie, c'est bon. Le